Audio Jungle. Bonjour Jérémy. Salut. Ça va? Très bien et toi? Oui, ça va. En tout cas, je suis très contente de t'avoir dans cette émission Face au miroir. C'est vraiment un privilège de t'avoir. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu vas nous parler de toi. On va essayer d'apprendre un peu plus de ton histoire et de ton parcours. Je pense que beaucoup connaissent Germain le Joker, beaucoup connaissent un peu ton personnage, mais pas Jérémy. Et aujourd'hui, on va essayer un peu de voir, de comprendre en tout cas ton évolution jusqu'à aujourd'hui, afin de comprendre juste la personne que tu es aujourd'hui. On est d'accord? Parfait. Ok, juste avant de commencer vraiment de parler en profondeur de toi, je vais te demander un petit exercice. Tu vas juste prendre le miroir qui est en face de toi, s'il te plaît. C'est les dorés et tout, comme le collier. Donc que tu te regardes bien dans les yeux. Ok, je veux pas que tu regardes si t'es beau gosse, t'inquiète pas. Mais vraiment que tu te regardes vraiment dans les yeux. Et je vais te poser des questions et je veux que tu répondes en te regardant. D'accord? Ok. Qui est Jérémy? Jérémy est un petit garçon qui a beaucoup vécu et qui veut évoluer, qui va avancer. Qui a beaucoup vécu, c'est-à-dire? Comment dire ça? Tout simplement, j'ai vécu des moments un peu bas dans ma vie, de bas âge déjà. Et avec le temps, ça m'a mûri. Et puis voilà, quoi. Quelle est ta plus grande réussite? Que je vois maintenant aujourd'hui, tout simplement que ma mère grandit. Allez, grandit, c'est un peu un gros mot, mais du style qu'elle commence à avoir le sourire correctement et qu'elle est fière de moi aujourd'hui, de ce que je suis. La fierté de maman, c'est important? Très important. Ton plus grand échec? De leur faire pleurer sur certaines choses que j'ai fait auparavant. Et puis voilà, quoi. La personne la plus importante de ta vie? C'est ma mère. C'est ma mère. Il n'y a que elle. Parce qu'elle a beaucoup... elle a, comment dire ça correctement, elle a beaucoup vécu. Elle a beaucoup subi beaucoup de choses. Et je pense que c'est une femme très forte. Et je pense qu'en soi, la femme, c'est une image de la puissance dans un couple. Et c'est très important de savoir à qui on est. Et je crois que je suis tombé sur la bonne personne. Allez, Dieu m'a donné la bonne personne en tant que mini-dieu sur Terre. Et pourquoi tu as accepté de passer dans cette émission où on va apprendre à te connaître? Pourquoi tu as accepté de mettre une facette de toi à nu aux yeux de tous? Je pense aussi qu'il devrait aussi connaître une autre facette de moi aujourd'hui. Et ça fait plaisir que vous m'avez appelé. Et voilà, ça me touche, quoi. Merci. Je vais te demander de déposer le micro. En tout cas, merci d'avoir fait un peu ce tête-à-tête avec toi-même, aux yeux de tous. Il y a déjà beaucoup de choses très profondes que tu as dit. On va essayer de décortiquer tout en respectant ton histoire et ton témoignage. Alors, je vais te donner premièrement une petite photo. On voit un petit garçon, un beau petit bébé. C'est ma mère qui a choisi la photo. Ah, c'est ma mère qui a choisi. Alors, j'aimerais que tu parles de ce petit garçon qu'on voit à cet âge-là. Donc, pas Jérémy aujourd'hui, mais Jérémy à cet âge-là. Qui est Jérémy à cet âge-là? Qu'est-ce qu'il aimait bien faire? Qu'est-ce qu'il aimait peut-être même bien manger? Quel était son environnement? Dans quel environnement il a grandi? Enfin, parle-nous de ce Jérémy qu'on voit. Ce Jérémy-là, je crois que j'avais 1 an, 2 ans. Un truc comme ça, je pense. Parce que là, je suis comme... j'étais un gros bébé dessus. Et ce Jérémy-là, tout simplement... c'est un garçon qui était très combattu parce que voilà, j'allais mourir de bas âge déjà. Et si c'est pas trop indiscret, c'est une cause, un accident, une maladie, c'est une cause de, si je peux dire ça, à cause parce que comme vous avez pu voir, je suis un gros bébé dessus. J'avais un problème de poids quand j'étais petit. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, je suis un peu différent. Mais moi, j'ai un problème de poids et j'avais des problèmes avec mes poumons. Du coup, j'avais du mal à respirer. Et à plusieurs reprises, on m'a amené à l'hôpital d'Ixelles, juste ici à côté. Et puis voilà, quoi. Jusqu'à quel âge tu avais ce problème-là?
je crois, jusqu'à les 1 an, 2 ans aussi, hein. Je crois que c'est les 1 an, 2 ans, franchement, que ça, comme ça a arrêté. Ma mère a fait attention à ce que je mange et puis voilà. Tu as des souvenirs peut-être pas de crise, mais de choses que tu manifestais avec non, franchement, personnellement, non. C'est toujours ma mère qui m'a toujours expliqué un peu les situations quand j'avais tout ça. Et puis voilà. Ok, et du coup, tu vis, ton environnement, t'as des frères, t'as des sœurs? Ouais, j'ai des frères et sœurs. J'ai un petit frère, on l'appelle JD. Et sinon c'est Gédéon. Et une petite sœur aussi, j'ai Mima. Donc, qu'on s'appelle comme ça, c'est GGG, on nous appelle les 3G. Ah oui. Donc, ouais, voilà, une petite sœur. Et j'ai grandi sinon avec mes 2 grands-mères aussi. Ma grande sœur Samantha, que je fais des gros bisous. Et aussi mon grand frère aussi Stéphane, qui m'a beaucoup appris sur certaines choses. Et il m'a un peu guidé aujourd'hui aussi sur le côté musical, artistique. Et puis voilà, quoi. Ok. Donc, tu as grandi avec ta famille, donc tes frères et sœurs et ta maman. C'est ça? Parfait. Quelle importance, t'es pas l'aîné. T'es pas l'aîné, t'as 2 grandes personnes avant toi. Ouais, on peut dire ça. Mais t'as des petits frères qui sont en dessous de toi. Quand tes petits frères sont venus dans ta vie, quand maman, du coup, était celle de tes petits frères, quel est le sentiment que t'avais? Sans mentir. Être grand frère. Sans mentir, ça fait du bien. Ouais. Franchement, il y a d'autres personnes qui peut-être ils disent il faut plus attention à moi. Mais maman a toujours fait attention à moi. Elle m'a toujours dit, je suis toujours là. Elle m'a toujours soutenu depuis que je suis petit. Et elle a toujours donné cet ordre-là un peu égal, que tout le monde avait la même valeur, tout ça. Donc elle a jamais mis un enfant des côtés ou pas. Tu t'es toujours senti. Voilà. Pour toi, c'était important à un âge très bas, donc là c'est vrai que tu avais 1 an, 2 ans, on va aller plus que 5 ans peut-être, quand tes petits frères ont commencé. Pour toi, c'était important de sentir toujours et encore l'amour de maman? Ouais, c'est très important. Et ma mère nous a toujours dit que quoi qu'il arrive, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, faut qu'on soit toujours soudés l'un vers l'autre avec mes petits frères. Et ouais, voilà. On a toujours cette valeur-là du respect, être humble envers les personnes même inconnues et entre nous surtout. T'es proche de tes frères et de tes sœurs? Ouais, très proche. Ouais. On est très proches. Et franchement, je crois que je peux tout simplement remercier Dieu de m'avoir donné cette famille-là et de grandir aussi dans cette tradition congolaise, angolaise. Et puis voilà, franchement, tout ce que je peux dire, c'est merci Dieu de m'avoir donné cette famille-là, quoi. En fait, t'es très famille, vous êtes très soudés. Très soudés, on est tout le temps ensemble. Ouais. Malgré que voilà, on grandit chacun un peu dans son côté, ma soeur qui est à l'université, elle a son code, tout ça, mon petit frère aussi qui est en terminale là, en ce moment-ci. Moi que j'ai aussi fini mes études en électricité, donc je suis électricien. Et puis voilà. Ouais, très soudée, une famille très proche. Et tu as grandi du coup avec maman, donc je comprends, ça sous-entend qu'elle n'est pas une figure paternelle. Ou elle n'était pas présente comme il le fallait. Voilà. Ok. Est-ce que toi, en tant que grand frère, en tant qu'homme, en tant qu'homme de la maison tout simplement, est-ce que le fait d'avoir pas eu cette figure paternelle qui était présente comme toi tu le voulais, est-ce que tu penses que ça a eu un impact dans ta vie aujourd'hui? Sans mentir, oui, parce que j'ai grandi très très vite, déjà à l'âge de 13-14 ans, je crois que j'étais en 4e ou 5e, si je ne me trompe pas. Parce que de base, j'habitais ici à Excel. Et on a déménagé par après en Flandre. Et c'est à partir de là, vraiment, que notre père s'est un peu effacé. Parce que déjà aussi, de bas âge aussi, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bêtises aussi auparavant. Donc voilà, il devait aller en prison, tout ça, là. Et comme elle me racontait aussi en soi aujourd'hui, elle me racontait tout ce qui s'est passé avec lui, pourquoi il partait en prison aujourd'hui. Elle m'a un peu expliqué, j'ai compris que c'était mon tour en soi de protéger ma famille, d'être toujours là au besoin au cas où s'il y a quelque chose, il y a un manque ou autre. Et en fait, ça t'a vite responsabilisé le fait d'avoir, tu sais que papa n'était pas dans les parages, donc ça t'a vite responsabilisé. Mais comment, en général, si on doit parler à un enfant qui, par exemple, un homme
un garçon qui n'a pas cette figure paternelle et qui se sent vite responsabilisé. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les hommes, surtout les jeunes garçons, lorsque papa n'est pas là ou lorsqu'un grand frère n'est pas là, ils veulent vraiment être l'homme de la maison. C'est quand même quand maman veut faire quelque chose, c'est lui qui prend en charge de toutes les manières possibles. Mais en faisant ça avec un impact du fait que tu sais que papa n'est pas là et que peut-être papa pouvait te montrer certaines choses. Comment tu fais dans ton enfance ou dans ton jeune âge pour vivre avec ça? De vivre avec, je vais peut-être pas dire une blessure, enfin ça dépend de comment chacun le vit, mais avec quelque chose qui, tu sais que tu es inconfortable avec ça, voilà, mais qu'en même temps tu dois prendre soin de ta famille. En tout cas, tu sens et tu veux prendre soin de ta famille. Comment un jeune peut allier les deux? Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui n'a pas cette figure paternelle là autour d'elle? Simplement d'être fort. Simplement d'être fort et de voir toujours le côté positif. Moi, ce que j'ai appris aussi avec le temps, j'étais très positif, très, entre guillemets, paternel aussi avec mes petits frères et sœurs. Dès qu'ils avaient besoin de quelque chose, j'étais toujours là, je faisais de mon mieux. Et il y avait aussi un certain moment de ma jeunesse en soi que je partais aussi, souvent, je partais pas à l'école, parce que je devais partir travailler pour que ma mère puisse manger quelque chose, ou mes petits frères aussi. Et en fait, la famille que maman a fait avec papa, j'ai vraiment pris à... c'est ta famille, mais tu l'as prise comme... je l'ai vraiment pris à cœur. Comme c'est ta famille, c'est toi qui dois prendre soin de Voilà. Il y a des moments aussi que c'était pas trop ça. Mais comme tu as dit, j'ai pris vraiment les choses en charge. J'ai une autre vision en fait de la vie aujourd'hui, même auparavant. Et puis voilà quoi. Et pourquoi ce sentiment-là de prendre en charge ta famille est venu? Qu'est-ce qui t'a motivé à te dire que mes petits frères ont besoin de moi, maman a besoin de moi? Si je peux bien rebondir sur ça, c'est quoi? C'est que à un certain âge aussi, quand je vivais sur Bruxelles encore, du côté de Port-de-Halle, je vivais dans un homme, ça s'appelle l'homme du Pré. Et entre guillemets, c'est un homme pour les gens qui travaillent pour la société, comme ma mère travaille pour la société en tant que femme de ménage chez Euroclean. Et elle avait que ça comme travail. Des fois, elle faisait des heures sup sur d'autres travails que je connaissais pas aussi. Mais voilà, je crois les 3-4 années que j'ai vécues là, pendant que mon père était en prison, si je peux dire ça. En fait, c'est ça que tu t'es... ça m'a fait un déclic. Et j'ai encore l'image aujourd'hui. C'était vraiment une petite pièce, 3-4 lits, 2 lits surposés, je sais pas comment on dit ça. Et on vivait sur un petit espace, quoi. Franchement, il y avait juste la cuisine. Non, la cuisine, c'était en bas. Donc, il y avait la salle de bain, toilette. En fait, tu avais vraiment vu votre situation, peut-être même premièrement financière. Et c'est là que tu t'es dit, je dois faire quelque chose. Voilà, tout à fait. Et avec l'âge, tout simplement, j'ai mûri. J'ai vu ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu. Et je pense que je fais plus attention à ce qu'on a gagné aussi. Mais tout ce qu'on a perdu, je garde toujours au coin de ma tête et ça me motive toujours à avancer de l'avant, quoi. Et quand tu as un jeune âge comme ça, c'est à ce moment-là que papa n'était plus trop présent, enfin vers ces âges-là. T'étais déjà avant moins de 10 ans. Moins de 10 ans, ok, c'est beaucoup plus tard, du coup on va aller un peu plus tard par rapport à ça. Ok, merci déjà pour la première partie de ta vie, on va continuer. Là, tu avais quel âge à cette période? 18-19 ans. 18-19 ans. On te voit, tu es entouré de plusieurs personnes, il y a des micros, tu es certainement en train de danser. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu le contexte de cette image? Ça, c'est... ça, c'est un peu le déclic de ma vie. Parce que juste avant ça, j'avais un chemin un peu difficile. Un peu très difficile. Et je crois à ce moment-là, tu me connaissais aussi. C'est que... Voilà quoi. J'étais perdu dans le chemin. Dieu m'a repris. Et tout ce que je peux dire sur cette photo, que merci Seigneur. Parce que je crois que... Attends, je peux me donner une photo, s'il te plaît. Tu as dit que
à cette période-là, tu étais perdu. Tu as trouvé Dieu et tu t'es aussi retrouvé. Quand tu parles de te perdre, c'est quoi se perdre concrètement? Si tu devais définir ça avec ton expérience, c'est quoi être perdu dans la vie? Quand tu penses que tu peux plus avancer. Et puis voilà. Puis il y a frère Vincent, papa Vincent, je peux dire ça. Pour moi, personnellement, il a remplacé un peu mon père. Il m'a un peu éduqué sur certaines choses. Il était très dur avec moi. Et il m'a toujours pris sur son aile. Quand je manquais des petites choses, il me dit, ouais, bon, je vais voir ce que je peux faire. Il me trouvait toujours une solution. Et il me boostait beaucoup aussi parce que j'ai fait du foot auparavant. Je jouais à haut niveau jusqu'en Hollande, au FC Tilburg, 3e division. Et il m'a toujours soutenu sur le côté sportif aussi. Il me prenait comme son fils. Et cette photo, tout simplement, je vois que c'est ma famille, les chérubins corps du Christ, les Sébastien, Hussein, Onésime. Il y a ici aussi sur la photo Linda, surtout FKP. Ta deuxième famille. Ouais, c'est ma deuxième famille que Dieu m'a donné aussi. Et ils m'ont beaucoup poussé sur certaines choses. Et je pourrais jamais dire non quand ils ont besoin de quelque chose ou pas. Ou voilà quoi. Pour toi, c'était important pour toi, cette période-là de ta vie, d'avoir des encouragements, des mots d'amour, des mots qui te poussent dans ta vie. C'était important à ces mots-là que les personnes qui t'entouraient, qui t'encouragent, qui croient en toi, c'était important? Ouais, franchement, oui. Ils m'ont toujours boosté sur plusieurs choses. Et ils savaient que je fais aussi ma musique à moi, personnellement aussi, mondaine, si on peut dire ça. Et ils m'ont dit, ça va pas changer de la personne que tu es. Fais ce que tu veux. Remercie le Seigneur à chaque fois quand tu avances dans tes projets. Et j'ai toujours fait ça. J'ai toujours resté dans le coin de ma tête. Et puis voilà, pendant ça, ils voient ce que je fais. Ils voient quand je danse, quand je fais ma musique, ils me disent ça va la musique? Non. Tu sais, voilà. Lorsque tu parles de ce fameux papa Vincent, je te dis, parce que du coup, je te vois, tu as les yeux qui pétillent. Ouais. Tu regardes en haut comme un enfant. Quand un enfant lui dit raconte quelque chose de. Il est un peu vite, donc moi j'avais fait. Et en fait, là, quand tu parles de papa Vincent, quand tu parles de ça, t'es très nostalgique, très. On sent t'as beaucoup d'amour. Ouais, j'ai beaucoup d'amour pour ce papa-là. Parce que, avant qu'il crée cette. Je ne vais pas dire session, mais je peux dire cette école chrétienne. Mais c'est un papa. Déjà, juste avec ses enfants, je vois beaucoup aussi, il a beaucoup d'amour paternel. Et il transmet, il veut pas s'arrêter juste à ses enfants, il veut juste gagner des âmes, redresser des enfants sur certaines choses. Car chacun son talent et il veut montrer il veut juste montrer le meilleur de nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Et le fait que ça soit un homme, je pense que bien sûr, il y avait toute une équipe derrière, bien sûr, mais que ça soit un homme, donc papa Vincent, un homme qui te dirigeait, qui te reprenait. C'était important que ce soit un homme, ou si par exemple c'était aussi une femme, ça t'aurait certainement pas dérangé, mais le fait d'avoir, comme c'était un homme, est-ce que ça avait plus de poids? Oui, c'est ça que j'ai envie de dire, poids dans tes décisions, même quand il te redressait, tu l'écoutais peut-être un peu plus parce que c'était un papa, c'est vrai, mais c'était un homme, ça t'a aidé? Ouais, tout à fait. Et par exemple, je me rappelle encore, si je ne me trompe pas, c'était quand j'étais en 4e secondaire, dans une école néerlandophone en Flandre. Et une fois, j'avais volé, c'est quoi encore? Je vous en prie trop cette histoire. En fait, j'avais des écouteurs, c'est ce que je veux dire. Et les écouteurs, moi, j'ai acheté ça au Emma. Et du coup, j'avais de l'argent sur moi, hein. Mais je sais pas, je voulais prendre parce que je dis, mais écoute, ça fait 3 jours que j'ai ces écouteurs-là, vas-y, je jette ça à la poubelle, puis par après, je vais prendre cela, puis c'est tout. Et je sais pas, comme par hasard, moi, que je voulais les prendre, il y a une dame qui sortait aussi de sa pause, elle voyait ce que je faisais, et elle me dit, ouais, toi, Bon, je suis arrivé au Comico, tout ça. Ma mère est venue me chercher avec le pasteur, pasteur Elidji Pro, que j'ai aussi des bisous. Et ils sont tous venus me chercher au Comico. Et franchement, je crois que c'est là aussi que ça m'a vraiment réveillé certaines choses, le chemin que je vais vraiment prendre ou pas. Ma mère, ce jour-là,
je vais pas le cacher, elle m'a tapé d'une façon devant les policiers. Même les policiers savaient rien dire. Tout ce qui veut dire, désolé, faites ça au moins dehors. Même pas en mode arrêté, mais en mode faites ça au moins dehors, ou faites ça chez vous. Ça, là. Ils s'en foutaient complètement. Et, par Vincent, quand il a su cette histoire-là, ben, il était furieux. Je crois que c'est à partir de là aussi que j'ai ressenti son côté paternel qui était toujours là pour moi et qui veut pas que j'aille prendre certains chemins qui est pas approprié, même pas mon image, même pas mon éducation que j'ai eue, parce qu'il connaissait très bien ma mère. Et il m'a fait comprendre les choses que, écoute, la vie, il y a deux types de personnes. Il y a les méchants et il y a les gentils. T'es un enfant de Dieu, tu chantes devant le micro, tu chantes pour plusieurs personnes, t'es un gentil, tu peux pas faire ce genre de choses. Et juste cette phrase-là, il m'a même pas crié, mais j'ai senti un peu sa colère dans sa douce. En fait, par exemple, c'est quelqu'un qui est très doux. Et s'il s'énerve vraiment à un point, tu vas le ressentir. Mais il fait ça tout dans le calme. Dans le calme et la douceur. Voilà. Et j'ai ressenti en fait sa colère dans sa douceur. Et là, j'ai dit non, c'est pas pour moi. C'est pas du tout pour moi et non. C'est pas la vie que je menais. Ouais, voilà. Et par après, c'est là que j'ai commencé aussi vraiment à travailler, avoir un petit job étudiant. Si je veux avoir de l'argent, ben je travaille. Si j'ai pas, je donne à ma mère. À reprendre puis voilà. Ta vie en main. Voilà. Et ça, c'était à peu près vers quel âge que tu t'es un peu ressaisi? 18 ans, 17 ans. Et tu peux dire que vers ces âges-là, tu commençais à te retrouver, tu peux le définir comme ça, ou tu étais dans le chemin pour te retrouver? Dans le chemin, parce que je suis baptisé en, je sais plus c'était en quelle année, mais je venais d'avoir mes 18 ans. Et c'est là que le baptême, donc... en fait, le baptême s'est fait après toutes les histoires de vol, tout ça, ma vie de saint. Ok, d'accord. Donc, ce baptême qui est un acte religieux et spirituel, voilà, qui nous permet de dire aux yeux de tous que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cet acte-là a été significatif pour toi parce que c'est là que tu t'es dit, comme j'ai fait cet acte-là, j'ai pris un engagement certainement devant ma famille et devant Dieu, maintenant je veux plus de cette vie, vraiment, c'est ça. Tout à fait. Et en général, qu'est-ce que dans cette vie d'avant, qu'est-ce qui te dérangeait? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, je ne veux pas cette vie-là? En fait, c'est la raison que je ne voulais pas cette vie-là, parce que, ça va être méchant, je voulais pas ressembler à mon père. Mon père, je crois que c'est moi, tout simplement. Il a son côté gentil, chaleureux, grand cœur, mais il a son côté un peu malsaine, je sais pas si on dit ça. Et, tu trouves que tu ressembles à ton papa? On m'a toujours dit physiquement oui. Donc après quand je vois les photos, je dis ah ouais, quand même. Et au niveau, quand tu entends ce que maman dit ou ce que tes tantes, les gens de la famille disent et de ce que toi tu sais, au niveau du caractère, du comportement, est-ce que tu retrouves peut-être certains caractères que tu dis, ça c'est pas maman, ça va mettre de l'autre côté? Je vais être un peu direct. Par exemple du côté, j'ai joué avec beaucoup de filles en mon âge avant. Parce que voilà, j'avais ce petit buzz, mis à part que j'étais un frère en Christ. Le succès. Voilà, le succès, voilà, à ce moment-là, ça m'a vraiment un peu remonté à la tête. Et je joue avec plusieurs filles sur toutes sortes de façons, ce que je veux dire. Et quelque chose que tu regrettes? Ouais, sans mentir, oui. Pourquoi tu regrettes? Parce que, non, quelque part, je regrette pas. Il y a un côté positif et négatif. Le côté négatif, c'est tout simplement, c'est que je pense que si j'aurais, comment dire ça, vu la femme d'une autre manière, j'aurais vu un peu peut-être autrement aujourd'hui, parce que je veux dire. Et le côté positif, tout simplement, c'est que maintenant aujourd'hui, je sais très bien que la femme, c'est quelqu'un de très très puissant sur terre. C'est une femme qu'on doit respecter avec toute sa valeur à elle. Et puis voilà quoi. Et ça t'a permis de réévaluer la place, l'importance d'une femme. En fait, cette expérience a été positive parce que tu as compris que c'est pas ce qu'on doit faire à une femme. Et une femme, c'est dans ta définition quelqu'un de puissant qu'il faut respecter. Voilà. Mais dans un autre côté, parce que tu sais que voilà, tu as blessé des cœurs. Ouais. Et quand on est un jeune garçon, parce que c'est une réalité, et c'est vrai que tu en parles,
beaucoup de garçons aujourd'hui ont beaucoup de facilité. Après, c'est peut-être un préjugé, un stéréotype que je dis, mais généralement, ils ont la facilité de côtoyer beaucoup de filles. C'est des beaux garçons, voilà, ils sont sûrs d'eux. Et ils jouent avec beaucoup de filles. Et au final, effectivement, il y a plusieurs filles, malheureusement, qui sont blessées. Quel conseil tu peux donner à un jeune actuellement qui est dans cette période-là, ou qui est un peu fougueux, qui part un peu de droite à gauche? Qu'est-ce que tu veux dire à ce jeune? Arrête. Stop. Parce que on sait jamais, ça peut être la femme de ta vie, ça peut être une personne qui pourrait t'aider plus tard. Voilà ce que je veux dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de filles, surtout, si je peux dire ça, ma première amourette que j'ai, ça a duré pendant 2 ans. Amourette, ton premier amour. Ouais, mon premier amour. C'est une fille très bien, mais que j'ai fait beaucoup de mal et voilà, aujourd'hui, elle m'a pardonné, je l'ai pardonné aussi. Même si elle n'a pas vraiment ce côté un peu funny dès qu'on se voit, mais il y a le respect parce qu'on a tous un bon côté, chacun vers l'autre, quoi. Au début de ton intervention, lorsque tu étais en tête à tête avec toi-même, tu as dit parce que j'ai fait pleurer ma mère, j'ai fait pleurer maman. C'est vers cette période-là que ça se passait? Juste avant, c'est le côté, okay. C'est le côté quand j'ai commencé à voler, faire mes bêtises de gauche à droite et tout. Ma mère, elle ressent quand j'ai fait une connerie, en fait, quand je retourne à la maison, elle me regarde et dit, toi, t'as fait quelque chose. Et ça, j'ai toujours respecté chez les femmes aussi, parce que chaque femme, en fait, ils ont l'instinct que il y a quelque chose qui se cache, que ce soit fille ou garçon quand même, mais elle ressent toujours que il y a un mensonge quelque part. Et le regard que juste que tu repenses peut-être à une scène où maman t'a regardé et t'as ressenti de la douleur, de la tristesse, de la déception, tu vois, que tu te rappelles juste dans ta tête de cette situation-là où maman t'a regardé avec beaucoup de déception pour peut-être quelque chose que tu avais fait. Comment tu le ressentais? Comment on le ressent quand on a un jeune garçon, qu'on voit qu'on a blessé sa maman ou que sa maman a mal à cause de nous? Comment tu le ressens et comment tu le vivais vraiment à cette période? Très mal, parce que je veux aussi rebondir, parce que j'ai l'impression comme si je ressemblais à mon père à ce moment-là. Parce qu'il y avait que mon père qui pouvait faire pleurer ma mère. Et du coup, que même moi, j'arrive à faire pleurer ma mère, pour moi, c'était quelque chose de très fort et très dur à avaler, quoi. Franchement, et c'est pour ça que j'ai dit, cette période-là, ça m'a vraiment changé. Et ça m'a fait comprendre que dans la vie, tu peux être n'importe qui, mais il faut que tu as ce côté bon et reconnaissant, en fait. Et ça que, par ça m'a beaucoup appris, le respect, être humble, être reconnaissant envers Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, malgré que je fais ma musique mondaine, je suis toujours reconnaissant envers Dieu. Dès que je vois qu'il y a un avancement qui se fait dans mes projets personnels, que ce soit dans la danse ou que ce soit dans la musique, voilà, quoi. On va sur cette image qui est en train de danser. Et du coup, là, tu viens de nous dire que tu es dans la musique, donc tu fais du chant et de la danse. On va commencer par la danse. Pourquoi cet art? Pourquoi cet art tu le fais? Pourquoi tu le pratiques? On sait aussi que Jérémy avait également créé un groupe de danse. En bref, tu as fait énormément de choses dans ce domaine-là, et c'est vrai que c'est là qu'on t'a aussi vraiment connu au niveau de la danse. Pourquoi avoir choisi cet art pour t'exprimer? Je veux pas mentir, hein. C'est un hasard. Ok. Parce que de base, comme j'ai dit, je joue au foot, je joue au niveau. Et au moment quand j'ai eu, je vais pas dire une blessure parce que c'est un peu les escrocs qui disent ça, si on peut dire ça. Mais quand j'ai plus eu l'envie de continuer ce sport-là, parce que je vais pas mentir, personnellement c'est pas un sport. Et je crois que tous les footeux ou n'importe quelle personne qui fait un sport, c'est un travail. Et franchement, ça prend beaucoup de temps. Tous les jours, faut que tu cours. Tous les jours, faut que tu fasses attention à ce que tu manges. Tous les jours, faut que tu sois en condition pour attaquer le prochain jour, le prochain entraînement ou bien le prochain match. Et il y a beaucoup de il y a beaucoup. Et puis par après, j'avais plus envie. C'est pas que j'étais dégoûté, mais j'avais plus envie en fait de continuer ce sport-là.
Et du coup, il y a un certain moment de ma vie, déjà qu'on me disait que tu dansais déjà depuis que t'es petit, tout ça, là, ben, et que je dis, ben, ça tombe bien. Ça tombe bien, ben, j'ai commencé à faire la danse. J'ai commencé dans un groupe en 2015, dans un groupe Elphenox. Je salue mon frère Enzo, Johnny aussi, Leina et Coco, que voilà, on a créé un groupe, c'était une petite famille aussi de 5 personnes. Et après, voilà, ça a vraiment démarré, c'est parti très très vite. On s'attendait pas à ça. On était aussi l'un des, bon, je vais pas dire l'un des premiers, parce qu'il y avait beaucoup de groupes aussi qui étaient là avant nous. Et on est venu avec notre style à nous, en fait. Ça vous a ramené quelque chose de nouveau. Une certaine fraîcheur. Voilà, tout à fait. Ouais. Et voilà, c'est parti très vite. On marchait dans la rue, on dit « Oh, Elphenox, oh, Elphenox, oh, mais c'est Jay, oh, mais c'est Enzo, oh, mais c'est... On nous reconnaissait même dans la rue. C'était un moment où on pouvait même plus marcher, même juste ici à la porte d'un mur. On pouvait pas. On pouvait pas rester même 10-15 minutes dans la rue tranquillement, sans demander qu'on fasse une photo ou bien un autographe ou un. Et puis voilà. Franchement, c'est des bonnes périodes. Ouais. C'est, malgré qu'il y avait aussi des disputes, c'est normal. Dans tout groupe, dans toute famille ou dans tout travail, dans tout ce que tu entreprends, quoi. Il y a toujours des disputes qui se passent, des inconvénients et ça aussi, ça, franchement, personnellement, ça m'a aussi mûri aussi côté artistiquement aussi, avoir de la discipline. Parce que j'étais un peu plus, je vais pas dire, moi, je vais pas me dire, ouais, le plus discipliné. Désolé si c'est faux. Mais j'étais un peu le plus discipliné, un peu de nous 5. J'aimais trop aussi avoir, pas le dernier mot, mais du style, avoir, contrôler. Voilà, le contrôler, bien voir. Même si c'est l'idée de, par exemple, de Enzo, ou bien de Capo, de Enzo, ou bien de Coco, ou bien de John, ou bien de Leina. Je voulais que, quand même, que ce soit carré, en fait, quand on fait cette idée-là. Que ce soit dans le Corée et tout ça. Donc, et puis voilà. Et après, bêtement, les gens, ils ressentent que, et les gens directement disent, ouais, mais moi, personnellement, c'est Jarlo qu'on sent que c'est un peu le leader de ça, alors que dans le groupe, il n'y avait pas de leader. C'est juste, je crois que c'est à cause aussi du fait que ce que j'ai vécu, j'ai un peu rapporté aussi dans la danse. Et donc, du coup, Elphenox, c'est clôturé, c'est ça? Ouais, c'est clôturé, mais ça reste toujours dans le sang, quoi, en fait. C'est vraiment, on a vécu 2 ans, 3 ans d'expérience qu'on pourrait jamais oublier, que moi aussi, personnellement, je pourrais jamais oublier, parce qu'aujourd'hui, c'est entre guillemets comme un boulot qui est sur mon CV, en fait, avec tous les artistes que j'ai travaillé, comme il y a Lévis, Taïk aussi, à un moment, j'ai fait aussi pour un de ces showcases, on m'a appelé pour prester vite fait, Paper Macstar, Denatora, tout ça. Ouais, franchement. Dans ce domaine-là. Voilà. Et la danse, c'est un moyen vraiment où tu t'exprimes, où tu laisses parler peut-être tes émotions. Voilà, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Souvent, les gens, ils écoutent les instrus, si je peux dire ça, ou un son, je veux dire en soi les instrus. Les gens écoutent ça simplement parce que c'est une instru, ça fait ok, ça sent rien. Mais si tu écoutes bien les bruitages derrière ça, c'est tous des émotions différentes. Et du coup, nous personnellement, parce qu'après un moment, on s'est formé à 3. Les filles sont parties pour des raisons personnelles et que je respecte beaucoup aujourd'hui. Les garçons ont été très 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 un peu imposants aussi. On a fait très jouer sur les images, tout ça, pour montrer que on est des garçons, on aime la danse. Tout le monde dit que la danse c'est pour les filles ou je sais pas quoi. Ok, c'est pour les filles, y a pas de souci. On va montrer que les hommes savent aussi danser tout simplement. Et on a beaucoup travaillé sur ça et voilà, je crois que c'est à cause aussi de notre énergie sur scène et notre détermination aussi à faire les choses et qu'on était très aussi d'actualité aussi sur les réseaux, tout ça, ben que les gens ils ont kiffé et jusqu'à aujourd'hui ça en parle toujours. Des fois on dit danser à Elphenox, des fois quand on se retrouve même tous les 3 dans une pièce ils disent ouais mais c'est pas Elphenox non. Et des fois même quand il y a un peu des disputes ça entre nous malgré tout ça, mais dès qu'on met quelqu'un il dit mais tu sais qu'ils ont dansé ça, ils mettent la Corée et du coup on se relie directement même si l'autre il a ces idées là mais tout le monde sait que eux 3 là c'est des frères. Voilà ce que je veux dire. Et puis voilà. Ok, ça va.
S'il te plaît. Merci. Je vais te donner une dernière photo. C'est un peu la photo un peu, on va dire, actuelle en général de toi, Jérémy, aujourd'hui. Bon, je vais te la donner, mais c'est la personne que tu as vue au début dans le miroir et la personne avec qui tu vis tous les jours, qui est tout simplement toi-même. J'aimerais que tu parles de toi aujourd'hui. Tu nous as dit que tu nous as dit là ta culture en disant que tu étais dans la danse. Maintenant tu as parlé également de chant, de musique. Je pense qu'aujourd'hui tu as d'autres aspirations. Je pense qu'aujourd'hui tout ton parcours, tout ce que tu as vécu en interne, donc avec ta famille et même les causes extérieures que tu peux avoir, ça t'a influencé pour être l'homme que tu es aujourd'hui. Alors aujourd'hui, qui est Jérémy? Jérémy aujourd'hui, mis à part Jérémy sur les papiers, moi c'est Gerlo et je fais de la musique sur tout ce que j'ai vécu, que ce soit amour, situation, tout ça, et puis voilà, c'est ce que je veux dire. Et le Jérémy d'aujourd'hui, il est très mature, tête posée, humble de tout ce que j'ai appris auparavant, et Jérémy, Gerlo, c'est la même personne, mais quand c'est sur scène, c'est Gerlo, et quand je sors de la scène, quand je sors de la salle où je fais mes showcases, mes festivals, tout ça, c'est Jérémy. Là, on retrouve Jérémy. Voilà. Et quelle importance Gerlo t'a ramené dans ton quotidien? Le personnage que tu as créé de Gerlo, quels sont les avantages que Gerlo t'a ramené dans ton quotidien? Sans mentir, mis à part la popularité, la notoriété, pour moi personnellement c'est pas le plus important, mais beaucoup me voient autrement, me voient du style en mode que mais Jérémy de base il est très timide, comme au début. De l'autre côté ils vont voir, mais je suis un gars très timide, très calme et tout, mais je veux pas dire que ça me remet un peu de l'assurance, mais du style que j'ai c'est un peu comme une ceinture, ça tient toujours ton pantalon, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, Gerlo, ça me ramène juste ce petit côté en mode que tu peux le faire. Tu as déjà vécu beaucoup de choses, maintenant il est temps que tu montres ce que tu sais faire et que tu peux faire tout ce que tu veux. Tant que tu remercies le Seigneur. Pour moi, ma religion, c'est très important. Et puis voilà, franchement, ça m'a ouvert beaucoup de choses, beaucoup de portes. Ça m'a fait connaissance avec Denatora que j'ai jamais vu. Moi, Jérémy Gerlo, j'aurais jamais su qu'un jour je vais danser sur scène avec Denatora. Voilà ce que je vais dire. Et c'est une fierté de Gerlo. Voilà. D'avoir vécu par exemple ça. Non, Jérémy et Gerlo. Jérémy et Gerlo. Parce que tu les dissocies pas, c'est pour toi c'est la même personne. C'est la même personne. Même Gerlo, si tu entends bien, c'est la même personne. Non, c'est vrai, mais tu vois souvent les artistes prennent un nom différent ou un personnage différent lorsqu'ils sont sur scène. Et lorsque c'est par exemple leur vrai prénom, c'est plus famille, c'est plus dans l'intimité. Mais quand ils sont sur scène, ils veulent que le public, les personnes qui sont en face d'eux, connaissent pas le Jérémy, mais Gerlo, parce que là je vous présente que Gerlo. Mais toi quand tu es sur scène, tu te présentes Jérémy et Gerlo. Ok. S'entend Gerlo. Parce que Gerlo, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire Jérémy Loadier. Et du coup, j'ai un peu réuni, C'est les deux que tu nous présentes. Voilà, tout simplement juste pour montrer en soi que, mis à part que je suis Gerlo, je suis aussi Jérémy. Et aussi Jérémy dans ta musique. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, quel est le dernier son que tu as sorti? Le dernier son que j'ai sorti très récemment, que tout le monde a entendu, c'était Scooby-Doo, Malembe, qui a fait un grand succès. Et c'est pas plutôt ton style de musical? Moi, personnellement, tu me connais même, je suis un lover. Moi, je suis un lover. Et moi, c'est plus que tout ce qui est sentimental, lover, situation de n'importe qui. Comme dans un son, c'est mon son solo qui a aussi fait du bruit un peu partout. Et dans ce son-là, je parle en soi que malgré tout ce que je vis aujourd'hui, je me réveille, je suis Jérémy, je dors, je suis Jérémy, je suis sur scène, je suis Jérémy. Et ça va pas changer. Ça va pas changer. Et tout ce que je veux, c'est rendre fier ma famille et ma mère, tout simplement. Toujours maman. Voilà. Rendre fier maman. Ah, mais maman, c'est ma bague. C'est moi. C'est une alliance. Son sourire, c'est important pour toi. Ouais, c'est très important. Parce que moi, je me dis que dans 1 an, 2 ans, je veux que
qu'elle vit la vie qu'elle a toujours souhaité quand elle était petite, quand elle était bébé, quand elle était jeune, tout ça. Je veux qu'elle voit la chose, je veux qu'elle voit la vie autrement, tout simplement. Tu veux réaliser ses rêves. Ouais, tout simplement. Ouais. Le rêve de ma famille, tout simplement. La tranquillité, l'apaisement. Et aujourd'hui, on a parlé avec Jérémy Gerlot ou Gerlot. Les deux. Gerlot. Parce qu'il y a le côté Gerlot à la fin et le début c'était Jérémy. Ben, c'était Gerlot. On a rencontré Jérémy Louadjia. Ouais. D'accord. Merci Jérémy. De rien. Hello, face au miroir, moi c'est Marly, j'ai bientôt 24 ans et je suis maquilleuse professionnelle. J'ai d'abord appris par moi-même, par les vidéos YouTube, mais par après je voulais un peu perfectionner mes techniques. Du coup je suis partie faire une école de formation en maquillage. J'ai été diplômée et ça va faire maintenant bientôt 4 ans que je suis maquilleuse professionnelle. J'ai maquillé dans les événements, dans les mariages, etc. Je collabore également avec plusieurs photographes. J'ai déjà participé, j'ai déjà maquillé les top modèles Europe. Et tout. Je donne également des cours de maquillage dans mon petit cocon d'amour ici. C'est des cours individuels, donc pour les personnes qui veulent apprendre les bases de maquillage ou alors pour les personnes qui veulent approfondir leur technique. Au lieu d'aller dans une école qui coûte très très cher, ben, je le fais à la maison, ici, chez moi, un peu moins cher que les écoles bien évidemment. Donc voilà, en même temps, en alternance, je suis étudiante en assistante sociale. Et voilà. Vous pouvez notamment me retrouver sur mes réseaux Snap XXO, donc 2X SOW, et sur Instagram notamment où je suis le plus active, Sultana Beauty. À la prochaine!